Si je vous parle de la Rome antique, je suis sûr que vu que vous êtes en train de regarder une chaîne d'histoire des religions, vous vous dites « Ah bah voilà, il va nous parler de Jupiter, Junon, Vesta et toute la bande, on va être en mode polythéiste, temple du Capitole et religion civique romaine ». Eh bien non, raté, pas du tout. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser est bien plus underground que ça, puisqu'on ne va pas se pencher sur la religion officielle, mais sur des pratiques plus officieuses. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la magie dans la société romaine de l'Antiquité, parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais la magie, ça rentre dans le champ de ce qu'on étudie en histoire des religions. Alors pourquoi se priver? Bref, aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'est la magie dans l'Antiquité romaine, qu'est-ce qui la différencie de la religion officielle, qu'est-ce qui la différencie également de la médecine, et puis on va faire un petit tour d'horizon de quelques pratiques qu'on a pu retrouver grâce aux sources ou grâce à l'archéologie. Je suis 30 deniers pour Eligaré, et aujourd'hui on vous parle de sortilèges et enchantements. Comme souvent, en sciences humaines, définir les termes, c'est déjà tout un programme. Qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce qui la distingue de la religion ou encore de la science? Le débat est riche et a occupé de nombreux anthropologues, d'autant plus que le terme a évolué. Ce que l'on entend aujourd'hui par magie n'est pas ce que cette pratique représentait dans la société romaine de l'Antiquité. Donc il faut essayer de définir ce qu'était la magie dans un cadre romain. Et là, c'est pas évident, parce que les auteurs romains, comme Apulée ou Pline l'Ancien par exemple, maintiennent un flou assez conséquent sur la définition de la magie. Elle est parfois confondue avec d'autres choses qui peuvent relever de la médecine, de la philosophie, de la religion ou encore de l'astrologie. Pour Henri Hubert, qui était archéologue et sociologue des religions, la magie doit se définir avant tout par son but. Et pratique magique, tout ce dont l'objectif est de modifier, je cite, l'ordre prévu des événements par des miracles que l'intéressé ne pourrait ou ne voudrait pas demander dans le cadre de pratiques religieuses. Et là on touche du doigt quelque chose de vraiment intéressant pour nous permettre de mieux cerner la magie dans l'Antiquité romaine. La religion civique romaine est une religion profondément publique. Je vous l'expliquais dans ma vidéo sur la définition de la religion, mais ce qui prime chez les Romains, ce n'est pas la croyance en une doctrine et un code moral rigoureusement exact, mais bien le juste déroulement des rites. Ces rites sont omniprésents, ils accompagnent les Romains en permanence, ils sont le ciment de la société, et l'empereur en tant que pontifex maxima en est le garant. La magie fonctionne de la même façon avec son système de ritualisation, mais c'est son importance sociale qui permet vraiment de la distinguer. On a donc d'une part les cultes civiques, les religiones de la cité, qui sont publics, et de l'autre une forme de religion privée qu'on peut désigner sous le terme de magie. D'ailleurs, c'est très symbolique, le moment de la journée où l'on pratique l'un et l'autre a tendance à varier. Ainsi, les rites civiques sont en général en journée, tandis que les rites magiques sont plutôt nocturnes. C'est une pratique secrète et intime. Quant à l'origine de ces pratiques magiques qui avaient lieu à Rome, la question est ouverte. On trouve des traces de pratiques similaires dans plusieurs régions du monde antique. La Grèce, la Syrie, Babylone, mais surtout en Égypte. De fait, il y a dans beaucoup d'actes magiques une forte importance des divinités égyptiennes et de la lecture des hiéroglyphes, ou en tout cas de la prétention à lire les hiéroglyphes et des signes de symboles magiques. Pline l'Ancien lui-même donne une origine orientale à la magie, puisqu'il considère que celle-ci est avant tout le savoir des mages, des prêtres et des lettrés de l'Orient perse et chaldéen. On l'a dit, la religion à Rome fait partie d'une forme de religion privée. Pour autant, le droit romain ne se prive pas de légiférer dessus. Faire de la magie n'est pas interdit, mais il y a quelques règles à respecter. De nombreux procès en attestent. La pratique magique n'est pas condamnée, seuls les actes répréhensibles pour lesquels elle pourrait être utilisée le sont, comme le meurtre par exemple. C'est ce qui ressort de deux lois qui légifèrent sur le sujet. Tout d'abord, la loi des 12 tables datant de 451 avant Jésus-Christ où l'on condamne le carmen, c'est-à-dire le chant ou l'incantation si celui-ci est malveillant. Ensuite, la loi Cornelia datant de 81 avant Jésus-Christ qui condamne les assassins et les empoisonneurs et de facto tous les actes magiques ayant pour but la mort. Parmi les célèbres procès pour magie, on retrouve celui d'Apulée à Sabrata entre 158 et 159 après Jésus-Christ. Apulée est un riche citoyen de l'Afrique proconsulaire accusé par ses beaux-fils d'avoir utilisé la magie pour épouser une riche veuve et une fois celle-ci décédée de récupérer tout son héritage.
Lors de la défense, dans son procès, il récuse toutes les accusations de magie en expliquant que ce qu'on lui reproche relève de la médecine, car il est médecin, ou encore qu'il est un homme pieux et qu'on lui reproche également des pratiques liées tout simplement à la religion. Cette défense met en avant la caractéristique de la magie qui est d'être à mi-chemin entre plusieurs disciplines. Apulé avec sa défense joue avec cette définition aux frontières minces. Outre ce cas, on constate en observant les sources des différents procès pour magie que beaucoup d'entre eux tiennent surtout à des accusations envers un ennemi dans le but de lui nuire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette magie romaine était guidée par des principes qui semblaient tout à fait logiques à l'époque. Il y avait une vraie rationalité dans la pratique. C'est ce qu'explique en tout cas l'archéologue Véronique Dassin, qui décrit ces pratiques magiques antiques comme étant régies par des savoirs structurés avec une rationalité et des règles très proches d'autres domaines contigus comme la médecine et la religion. Les pratiques magiques postulent l'existence de correspondances entre les corps humains, les animaux, les plantes, les pierres, selon le principe de sympathie et d'antipathie. Alors quand on parle de sympathie et d'antipathie, ça veut dire qu'en fait les Romains postulaient que chaque élément dans le monde est forcément relié à un autre élément, soit la sympathie qui est l'attirance, soit l'antipathie qui est le rejet et l'aversion. Le principe de sympathie et d'antipathie est vraiment très présent dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Cet auteur va même jusqu'à appliquer ce principe à la médecine qui est décrite comme l'art de trouver des remèdes par sympathie et antipathie. D'ailleurs un autre auteur antique, Cels, décrivait la médecine fonctionnant par la sympathie et l'antipathie comme une pratique magique tout simplement. La relation entre magie et médecine dans l'Antiquité romaine est vraiment passionnante, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo, un peu de patience. Une autre des caractéristiques de la magie antique, c'est sa capacité à agir à distance. Ainsi, plusieurs auteurs antiques se sont penchés sur le cas du poisson torpille. Vous savez, c'est cette raie qui peut envoyer de l'électricité pour se défendre. Bon, eh bien, les penseurs romains vont longuement s'interroger sur la nature de cet étrange pouvoir. Ainsi, Plotin va parler d'humeur venimeuse. Calcidius, lui, considère que c'est un venin qui a la capacité de traverser tous les milieux. Galien, lui, y verra une forme de communication instantanée à rapprocher du fonctionnement du fer ou de l'aimant, alors que chez Pline l'Ancien ou Plutarque, on parlera de la transmission d'une puissance engourdissante. Bref, vous voyez, personne n'est vraiment d'accord sur la nature de ce phénomène, mais les Romains avaient tendance à le rapprocher d'une forme de pouvoir magique. Citons maintenant quelques exemples pour mieux comprendre à quoi pouvaient ressembler concrètement les pratiques magiques romaines. Ici vous voyez à l'écran une tablette de défiction ou défictio en latin, c'est-à-dire une petite tablette en plomb sur laquelle le pratiquant inscrit une malédiction ou un envoûtement. Cette tablette est ensuite roulée puis cachée et le sort est censé faire effet. Par exemple sur celle-ci on nous dit « De même que le mort enseveli ici ne peut ni parler ni converser, de même que Rodiné soit morte auprès de monsieur Licinus Faustus et ne puisse ni parler ni converser. » De même qu'un mort n'est reçu ni chez les dieux ni chez les hommes, que Rodiné trouve un tel accueil chez monsieur Licinus et qu'elle ait autant de force que le mort qui est enseveli ici. Pluton, notre père, je te confie Rodiné pour qu'elle soit toujours haïe de monsieur Licinus Faustus. De même, je te confie Marcus Edius Amphio. De même Gaius Popilius Apollonius. De même Veronia Hermonia. De même Sergia Glycina. Une autre technique utilisée était celle des poupées d'Agide. Ce type d'envoûtement est une des formes de magie les plus anciennes. Il s'agit d'utiliser une poupée de cire, de chiffon ou de bois à l'effigie de la personne que l'on veut envoûter et d'insérer des tiges à différents endroits. Contrairement à la poupée vaudou, les tiges ne sont pas là pour infliger une douleur, mais elles servent d'appui à l'envoûtement. Chaque partie du corps percée d'une tige est une partie du corps que l'on souhaite envoûter. L'exemple le plus concret est l'envoûtement par d'Agide à but amoureux. Le magicien, en perçant la poupée, accompagne son geste d'une incantation qui demande que la partie du corps soit tout à lui. La tête ne pense plus qu'à lui, le cœur n'aime plus que lui, les yeux ne voient plus que lui, etc. Bref, l'amour. Autre pratique magique très répandue, l'utilisation d'amulettes. On parle là d'un objet qui peut être en différentes matières et que l'on accroche à l'aide d'un fil à une partie du corps. La croyance voulait que l'objet que l'on accompagne d'une incantation puisse agir sur la personne. Les amulettes sont très régulièrement utilisées lors de pratiques médicales. Néanmoins, les médecins antiques étaient assez critiques sur ce genre de pratiques populaires. Ils avaient tendance à considérer que l'utilisation de l'amulette n'était utile que en fonction de la matière qui la constitue et de son influence sur telle ou telle maladie différente. Tel type de pierre ou tel type de plante pouvait être réputé pour avoir des propriétés curatives. Mais ces médecins avaient tendance à considérer l'incantation en elle-même comme inutile. On a retrouvé de nombreuses amulettes ou encore des gemmes gynécologiques, notamment en Égypte. On peut y voir des incantations gravées, des dessins d'utérus ou encore de femmes enceintes. La magie à Rome ne se réduisait pas du tout à ces techniques, d'autres pouvaient être utilisées, comme par exemple des carmen, c'est-à-dire des chants incantatoires, ou encore des préparations de filtres et de potions.
La frontière entre médecine et magie peut parfois être floue pour la population romaine, mais elle ne l'est pas forcément pour les auteurs classiques qui eux ont tendance à se méfier de certaines pratiques magiques en matière de médecine et à qualifier de charlatans ceux qui s'y adonnent. On a l'exemple avec Galien qui accuse un certain Pamphile d'être un charlatan parce qu'il soigne en s'étant tourné vers, je cite, des contes de vieilles femmes et vers des sorcelleries égyptiennes bavardes, et qu'il utilise certaines incantations que l'on prononce en arrachant les plantes. Il les utilise même pour des amulettes ou d'autres procédés magiques qui sont non seulement superflus et extérieurs à l'art médical, mais aussi qui sont tous faux. De la même façon, Galien accuse également un certain Andrea de sorcellerie et de charlatanerie. Toutefois, il ne faut pas voir dans ces condamnations un rejet en bloc de la pratique magique. Selon la philologue Véronique Boudon-Milot, ce qui est dénoncé par le terme de charlatan, ce n'est pas la magie, mais le mensonge et la duplicité, le fait de se prétendre médecin sans l'être. A noter également que Galien lui-même se fera accuser de charlatanerie. Et oui, à l'époque, pas de conseil national de l'ordre des médecins pour statuer, ça devait parfois être un petit peu compliqué et laisser la porte ouverte à toutes sortes d'individus fantasques qui prétendent soigner le Covid avec des traitements... Bref, je m'égare, pardon. Bon, en fait, pas tant que ça, parce qu'on voit bien qu'en l'absence de réglementation précise sur ce type de métier, la frontière entre magicien, charlatan ou médecin pouvait être parfois floue. S'il y a bien un domaine qui est intéressant d'analyser via le prisme du genre, c'est celui de la magie, tant à de nombreuses reprises à travers l'histoire, celle-ci fut liée à la question de la féminité. Et en la matière, dans l'Antiquité romaine, on est face à un paradoxe. D'un côté, quand on se penche sur les traces archéologiques des pratiques, on se rend compte, notamment grâce aux fameuses tablettes de défiction, que c'était essentiellement des hommes qui étaient derrière ce genre de pratiques magiques. Pourtant, dans la représentation, c'est bien les femmes qui sont extrêmement présentes. Du point de vue du mythe, déjà, on a une prédominance de la figure de la sorcière dans la littérature antique, qu'elle soit grecque ou romaine d'ailleurs. Médée, Circé, les sorcières thessaliennes d'Apulée et la déesse de la lune magicienne, Hécate, connue sous le nom romain de Trivia, bref autant d'exemples. Mais par-delà le mythe, on constate également cette association avec l'importance de la figure de l'empoisonneuse dans le monde réel. En effet, pour les auteurs classiques, derrière les empoisonnements, ce sont souvent des femmes qui se cachent. Exemple avec Tite-Live qui rapporte l'épisode des matrones empoisonneuses, durant lequel 110 matrones auraient été condamnées pour empoisonnement durant la République romaine en 331 avant Jésus-Christ. Tacite, quant à lui, décrit Agrippine comme l'empoisonneuse de l'empereur Claude. L'empoisonneuse incarne véritablement dans la pensée romaine un être malfaisant qu'il faut craindre et qui peut tuer insidieusement comme le ferait le serpent. C'est d'ailleurs certainement pas un hasard si cet animal est régulièrement associé à la magie et aux femmes dans l'Antiquité. Pline l'Ancien décrit ainsi un serpent légendaire, le basilic. À son sujet, il nous dit, je cite, qu'il tue par sa propre odeur et qu'il donne même la mort par le regard à l'homme. Son sang a été merveilleusement célébré par les mages. Cette description du basilic n'est pas sans rappeler une femme qui tue par le regard, Méduse. Elle est l'archétype de cette fusion entre serpent, magie et femme. Vous la connaissez sûrement, mais pour rappel, Méduse est une gorgone qui est connue pour changer en statue de pierre les hommes qui oseraient la regarder dans les yeux. Sa particularité est qu'elle est habituellement représentée avec des serpents à la place des cheveux. De la même façon, la sorcière Médée, sous la plume de l'auteur romain Sénèque, appelle les reptiles par des formules magiques pour qu'ils l'aident à fomenter sa vengeance. Le poète Horace, quant à lui, nous parle de Canidie, une autre sorcière qui, pour sa part, entrelace des vipères dans ses cheveux épars. Bref, vous l'avez compris, si la magie est une pratique respectable dans la Rome antique et qu'elle est bien souvent une affaire d'hommes, elle devient soudainement péjorative quand elle est associée aux femmes. Cette association entre pratiques masculines positives et pratiques féminines jugées négatives est quelque chose que l'on retrouve régulièrement en fait dans l'histoire humaine, et Rome n'a donc pas échappé à la règle. Pour aller plus loin sur le sujet, je peux vous recommander la vidéo de la chaîne Les Ethnochroniques consacrée à la sorcellerie et aux sorcières. Bref, on le voit, c'est pas pour rien que les milieux féministes se sont emparés dès les années 70 de la figure de la sorcière. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de la question de la magie dans l'Antiquité vous aura intéressé. Je suis très heureux d'avoir pu vous proposer ce sujet coécrit avec Charline Beu, qui vient de terminer son master recherche en histoire antique à l'université Paris 1 et qui s'est spécialisée dans l'histoire de la médecine et celle des représentations. Franchement, vous pouvez la remercier en commentaire et puis également n'hésitez pas à la suivre sur Twitter et n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Vraiment, ça nous fait très plaisir de débattre avec vous à chaque fois. Et puis pareil, n'hésitez pas à nous parler des pratiques magiques d'autres peuples dans l'Antiquité que vous connaîtriez parce que nous, ça va donner de l'eau à notre moulin. Si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez plus de contenu sur Religaré, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en partageant, en parlant autour de vous, en likant, en cliquant sur la petite cloche et en faisant également un don sur Utip. C'est vraiment quelque chose qui est très utile pour m'aider dans ce travail, à continuer vraiment de sortir
sortir des vidéos régulièrement. Donc voilà, si vous avez les moyens et si vous avez l'envie, un petit don sur Utip s'il vous plaît, ça fera vraiment très plaisir. C'était 30 deniers pour Eligare et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.